Alors, je vais commencer mon exposé en vous posant quelques questions. Et après, je mettrai la lumière et on fera des dessins. Alors, vrai ou faux? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous connaissez au moins les questions, et vous avez entendu parler de tout ça ou pas. La première de ces questions, c'est les artères. Et la suivante, les artères carotides communes sont des branches de l'aorte. Ça commence bien, là. Pardon? Oui et non. Bah, c'est bien, c'est parfait, parfait. Et l'artère carotide interne traverse la base du crâne en passant dans un canal appelé canal carotidien, et c'est le rocher. Peut-être, vous ne savez pas ça. L'artère carotide interne vascularise les structures supratentorielles. Alors on a vu que la tente du cervelet était un prolongement de la dure mère qui séparait le haut du bas. Le bas, c'est la fosse postérieure dans laquelle on trouve le cervelet, le tronc cérébral. Le haut, on y retrouve les vésicules télencéphaliques, les hémisphères. L'artère carotide interne vascularise plutôt ça ou plutôt pas ça? Plutôt ça. Pardon? Les? Oui, enfin pas trop la face, mais une partie, oui. Les yeux, oui, les yeux c'est bien, mais pas la face. Les artères vertébrales vascularisent directement le cervelet. Les artères communicantes postérieures réunissent les artères carotides internes aux artères cérébrales postérieures. Vous ne savez pas. Les artères communicantes antérieures réunissent les artères carotides internes aux artères cérébrales antérieures. Vous savez? Pas trop. Le thalamus est vascularisé par les branches profondes de l'artère cérébrale moyenne, vous savez? Ça, vous ne savez pas? Mais si, vous allez savoir, dans une demi-heure, vous savez tout ça, et on n'en parle plus. L'artère cérébrale antérieure participe à la vascularisation du noyau codé, donc là, vous ne savez pas. Les branches profondes des artères cérébrales sont anastomosées entre elles. Ça sera utile après pour la clinique. Le noyau lenticulaire est vascularisé par l'artère cérébrale moyenne. Vous savez, non? La deuxième, la 11e non plus. Alors l'artère carotide antérieure vascularise la capsule interne. Ça dépend, c'est ça. Et le sinus droit est situé à droite. Non? Pardon? C'est au milieu. Bon, alors si vous estimez que vous avez eu tout juste, vous partez. Sinon, vous restez avec moi si vous voulez. Donc, je vais faire quelques schémas pour mettre en place ces différentes structures. Les structures artérielles d'abord. L'objectif est exclusivement que vous sachiez, en quittant cet amphithéâtre, et que vous reteniez après facilement, la coupe axiale du cerveau, et là-dessus que vous sachiez retrouver les noyaux, les territoires artériels. Et vous allez savoir ça. Tout le reste, à mon avis, c'est franchement nettement moins utile. Ça s'apprendra éventuellement, mais c'est nettement moins utile. Alors, j'appuie sur quoi, là? Sur ce bouton, on va commencer par ici. Alors, rappelez-vous déjà, d'abord, que... Bizarre, ce truc-là. Je vais faire une coupe, enfin une vue qui va être orientée de cette façon-là. Le haut, la droite, la gauche. Et ici, je vais dessiner, enfin schématiser la crosse de l'aorte. Ne marche pas, la crosse de l'aorte. Et ses branches. Donc de la droite vers la gauche, la première branche, c'est le tronc artériel brachiocéphalique qui va donner deux branches, une artère destinée à l'extrémité céphalique, c'est l'artère carotide commune, et une artère destinée à l'extrémité brachiale, c'est l'artère sous-clavière. Puis l'artère carotide commune gauche
Et enfin, l'artère carotide, l'artère sous-clavière gauche, qui va être elle aussi destinée à l'extrémité brachiale du côté gauche. Donc la première question que je vous posais, est-ce que les carotides communes naissent de l'aorte? Vous avez bien trouvé. Non, puisqu'à droite, il y a l'interposition d'un segment qui s'appelle le tronc artériel brachiocéphalique. Si l'on fait, donc ici, artère carotide commune, de la face postérieure des artères sous-clavières naissent à droite et à gauche les artères qui vont cheminer dans la colonne vertébrale et qui s'appellent les artères vertébrales. Si l'on fait un schéma, ça restera très schématique parce que je ne sais pas dessiner. Si l'on fait un schéma de cette partie-là, c'est-à-dire la partie droite des branches qui sont destinées. Oui, bien sûr. Pardon. Alors, enfin, bien sûr, peut-être. Non. Je ne sais pas, peut-être ici. Non. Vous ne voyez pas? Je ne sais pas. Non, déjà, c'est pas celle-là. Donc, le schéma des branches naît de la partie droite de l'aorte. Ici, je vais dessiner la colonne cervicale avec les différentes pièces cervicales, C2, C3, C4, C5, C6, C7 et la première vertèbre thoracique. Entre la première vertèbre thoracique et la 7e vertèbre cervicale, la côte, la première côte, qui va délimiter l'orifice cervico-thoracique. Ça va, ça? En haut, la base du crâne. Donc ici, nous avons la deuxième vertèbre cervicale, la dent de l'ontoïde, avec l'atlas. Donc ici, le trou occipital, foramen magnum, avec son bord antérieur qui est le bord antérieur qui prolonge ici le sphénoïde, hein, c'est la partie toute antérieure, l'apophyse basilaire de l'os occipital. Bon, ça, c'est de l'os occipital. Et ici, il y a un trou qui s'appelait anciennement le trou occipital, qui doit s'appeler maintenant le foramen magnum, très bien. Donc, vous reconnaissez un peu ces structures. C'est très schématique, mais vous y repérez. Ici, je vais mettre l'angle de la mandibule en C3. Ça va? Et sur ce squelette osseux, je vais placer maintenant les éléments artériels. Alors, né de l'aorte, le tronc artériel brachiocéphalique va donner une branche pour le bras et une branche pour l'extrémité céphalique, l'artère carotide commune. L'artère carotide commune, à hauteur de C4, va se diviser en deux branches. Une branche destinée au cerveau, qui, elle, ne donnera pas de branche. C'est l'artère carotide interne à l'étage cervical. Et puis une branche qui va se diviser très largement, c'est l'artère carotide externe. Alors de façon très schématique, tout ce qui est intradural, tout ce qui est nerveux, sera vascularisé par l'artère carotide interne. Tout ce qui est en dehors de la méninge, l'os, les téguments, la langue, etc., est vascularisé par l'artère carotide externe. Et puis la zone de jonction, la méninge,
est une zone d'anastomose entre des artères nées du système carotide interne et des artères nées du système carotide externe. Ça va? À l'intérieur de la dure mère du tissu nerveux, c'est l'artère carotide interne. À l'extérieur de la dure mère, les dents, les cheveux, la peau, etc., c'est l'artère carotide externe. Et au milieu, la zone frontière, la dure mère, c'est une zone d'échange, d'anastomose entre les deux systèmes. Ça va? Vous connaissez les branches d'artère carotide externe? Qu'est-ce qu'il y a comme branche d'artère carotide externe? Thyroïdienne, oui. Pardon? Faciale, oui, linguale, oui, c'est bien, bravo. Et vous avez tous les différents. Tire la ficelle, portier, ouvre à ton maître. Tire la ficelle, portier, ouvre à ton maître. Tire, thyroïdienne. La, linguale. Ficelle, faciale. Portier, pharyngienne. On n'a strictement rien à faire, mais c'est pour faire bien, après dans les salons. Tire la ficelle. Ouvre occipital. A, auriculaire. Ton, temporal. Maître, maxillaire. Et alors, c'est quand même pas inintéressant, mais de toute façon, on ne va pas les étudier aujourd'hui, mais certaines de ces branches carotides externes vont participer à la vascularisation des nerfs crâniens. Donc, pourraient être en cause dans certaines pathologies des nerfs crâniens. Pardon? Alors, revenons à l'artère carotide interne. L'artère carotide interne est née à hauteur de C4. Toutes les artères qui vont vasculariser du système nerveux seront dans un premier temps en dehors du crâne, puis seront obligées de traverser le crâne, seront situées donc entre le crâne et la dure mère, puis seront obligées de traverser la dure mère, et après seulement seront au contact du système nerveux. On a vu ce matin les espaces méningés. D'accord? Donc, premier segment de l'artère carotide interne en dehors du crâne. Trajet cervical, qui va l'emmener jusqu'à la région du rocher. Au cours de ce trajet cervical, l'artère carotide interne ne se divise pas. Elle ne donne pas de branche. Elle conserve l'intégralité de sa quantité de sang pour la vascularisation du cerveau. Puis, l'artère carotide interne va rentrer au contact du crâne et va passer par l'os dont on parlait ce matin, le rocher. Elle sera au contact de l'oreille interne, et ce qui explique aussi que certaines pathologies de l'artère carotide interne se traduisent par des souffles. Donc vous verrez vos patients plus tard, qui certains d'entre eux viendront se plaindre d'entendre quelque chose. Eh bien, ce quelque chose pourrait parfois être en rapport avec une pathologie de l'artère carotide interne. Donc au contact de l'oreille. Et puis l'artère carotide interne va aller se plaquer, va sortir de l'os. Donc elle sera entre l'os et la dure mère, dans un endroit particulier que l'on va dessiner tout à l'heure, qui s'appelle la loge caverneuse. Vous avez entendu parler de la loge caverneuse? On va voir tout à l'heure, on va le dessiner. C'est un endroit à l'intérieur du crâne où la dure mère est décollée de la table interne, donc il y a un espace, et c'est dans cet espace-là, on va le dessiner après, que l'artère carotide interne va se placer. Et elle va décrire une boucle à cet endroit qu'on appelle siphon. Ça, c'est pour l'artère carotide interne. Après et après seulement avoir traversé la dure mère, elle va rentrer au contact de l'espace sous-arachnoïdien, donc dans le liquide cérébrospinal, et elle donnera des branches pour le cerveau. On les verra tout à l'heure. L'artère vertébrale naît de l'artère sous-clavière et dans un premier temps va gagner la colonne vertébrale à hauteur de la 6e vertèbre cervicale. Puis, elle va cheminer dans les masses latérales
des vertèbres cervicales. Donc, un trajet à l'intérieur des masses osseuses, hein, des masses latérales des vertèbres, trajet rachidien, pour rentrer à l'intérieur de la boîte crânienne par le foramen magnum. Donc elle n'a pas de canal, comme la carotide interne n'a pas besoin puisqu'elle rentre par le foramen magnum. Elle va rentrer à l'intérieur de la dure mère dans l'espace liquidien sous-arachnoïdien pour se réunir à son homologue contralatéral. Et ça permet de former quoi? L'artère basilaire. Donc, l'artère vertébrale présente, comme la carotide interne, un trajet extracrânien, traverse le crâne par le foramen magnum, puis, devant les éléments nerveux, se réunit à l'artère vertébrale contralatérale pour former l'artère basilaire. Donc, on se retrouve maintenant à la base du crâne, sous le cerveau, avec différentes artères, une artère carotide interne droite, une artère carotide interne gauche, et en arrière une artère basilaire qui naît de la réunion de deux artères vertébrales. Et là, il va se passer quelque chose d'un petit peu inhabituel, c'est que ces différents axes, ces différents piliers vont se réunir dans un cercle anastomotique qu'on appelle le polygone de Willis. Ça vous dit quelque chose, ça? Pas du tout. Donc ici, il va y avoir un endroit qui sera une anastomose que l'on appelle le polygone de Willis. Alors dessinons le polygone de Willis. Vous n'avez jamais entendu parler de ces éléments-là? Non? Alors pour dessiner le polygone de Willis, on va faire une coupe, enfin une vue axiale, avec ici en avant, enfin en haut, l'avant, la droite, la gauche, et donc ici l'arrière. D'accord? On va dessiner donc cette région-ci, avec en avant de chaque côté les artères carotides internes qui sont coupées. Artère carotide interne. En arrière, l'artère basilaire. Chaque artère va donner des branches pour le cerveau. Les artères carotides internes vont donner une branche pour l'avant. Ça sera l'artère cérébrale antérieure. Et une branche pour la partie latérale, ça sera l'artère cérébrale moyenne. L'artère basilaire va donner de chaque côté des branches qui seront destinées à l'arrière, ça sera l'artère cérébrale postérieure. Donc chaque artère a donné ses branches cérébrales antérieures, moyennes et ici postérieures, autant à droite qu'à gauche. Comme je vous l'ai dit, s'il y a deux caractéristiques à ces pédicules artériels. D'une part, ils ne donnent pas ou peu de branches avant d'arriver à la base du cerveau. Et après, ces ensembles, ces axes vont se réunir dans un cercle anastomotique important que l'on appelle le Willis. Ce qui fait le cercle anastomotique, ce sont des artères qui sont dites communicantes. Il y a l'artère communicante antérieure qui sera située ici entre les deux artères cérébrales antérieures. Artère communicante antérieure. Et des artères communicantes postérieures qui réunissent l'artère carotide interne à l'artère cérébrale postérieure du même côté.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une double sécurité. La première sécurité, les artères ne perdent pas leur sang au cours de leur trajet, le conservent jusqu'au cerveau. La deuxième sécurité, un système échangeur très important à la base du cerveau. Lorsque la pathologie fait que un des pédicules est bouché, pas de problème. Avec le système anastomotique, il y a la possibilité pour que l'hémisphère concerné reçoive toujours du sang. D'accord? Grâce à ce système que l'on appelle le polygone de Willis. Des questions? Ouais. Il n'y en a pas besoin de deux. Il n'y en a qu'une? Oui, enfin j'ai dessiné comme ça, quoi. Si je savais dessiner, je vous aurais fait un truc d'emblée comme ça. C'est une possibilité de passage, d'accord? Ça va? Bien. Maintenant, on va dessiner les territoires artériels. On va essayer de comprendre les territoires artériels. Pour y arriver, je vais vous dessiner, on va dessiner ensemble une vue, une coupe du cerveau qui passe comme ça, une vue axiale, qui va passer par le troisième ventricule, le thalamus, et puis le foramen interventriculaire, donc la voie de passage entre les ventricules latéraux et le troisième ventricule. J'attends que ça sèche, ou on peut essayer peut-être. Pardon? On fait une pause, alors c'est ça? On fait une pause. Une chanson, bah, bien sûr, et ça s'impose. Hein. Ça ne marche pas? Ça va marcher? Ah oui. On essaie là, non? On va utiliser cette partie du tableau, tant pis. On rechange. J'ai pas appuyé ici? Non. Donc je vais dessiner ici la coupe du cerveau avec toujours la même orientation, l'avant, la gauche, etc. Ici la ligne médiane. Quand je coupe le cerveau sur la ligne médiane, en avant, qu'est-ce que je vais couper? Pardon? Pardon? Rien. Ouais, rien. Je vais couper la scissure interhémisphérique. Donc il n'y aura rien. Jusqu'au moment où je vais couper quoi? Le corps calleux. Donc on dessine ici le corps calleux et puis ici la face interne de l'hémisphère cérébral. On verra plus tard.
Quand on continue de couper, on va tomber sur quelle structure? De chaque côté, on va tomber sur les cavités ventriculaires. D'accord? Les cavités ventriculaires, ce matin, je vous l'ai dit, ça faisait partie de ces structures qui ont ce mouvement. Donc, si je coupe ici la corne frontale, la corne occipitale, on va la retrouver par là. D'accord? Donc ici, je peux dessiner la corne occipitale. La corne frontale, ici, communique avec le troisième ventricule par le foramen interventriculaire. Donc je vais dessiner ici le troisième ventricule. C'est bon? Vous êtes d'accord ou pas? Le corps calleux, on va le retrouver en arrière. Donc je vais dessiner ici le corps calleux en arrière et la face interne de l'hémisphère, etc. D'accord? On a vu ce matin que ce qui faisait la paroi latérale du troisième ventricule était une structure grise en forme d'œuf. Donc on va dessiner ici un œuf. Et cet œuf, c'est quoi? Le thalamus. On a vu ce matin que parmi les structures qui avaient ce mouvement en corne, il y avait une structure inscrite dans la courbe du ventricule, qui est ici la tête, qui a ici la tête, sa tête, le noyau caudé, et la queue, donc on va la retrouver par là. Que tout ceci ne pouvait exister, tourner qu'à la condition qu'il y ait un axe de rotation, et cet axe de rotation, c'est un noyau en forme de pyramide, qui donc à la coupe aura l'aspect d'un triangle, avec ces deux parties, une partie externe qui est le putamen, et une partie interne qui est le pallidum. Le putamen et le pallidum, vous connaissez ces noms-là? Oui. Alors le putamen, j'aurais mieux fait de le dessiner en orange. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que quoi? Pourquoi je le dessine en orange le putamen? Là, j'entends rien. Ben oui, mais le pallidum aussi, c'est un noyau gris. Parce que le noyau caudé et le putamen, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont des corps striés. Ils sont distincts parce que les fibres blanches vont les diviser, mais originellement, c'est la même structure. Le pallidum, ce n'est pas la même structure. Donc je dessine en orange le noyau caudé, en orange le putamen, et en vert le pallidum. Ça va? Et pour terminer, pourquoi je dessine en orange? C'est la même structure, c'est-à-dire que dans les relais, vous apprendrez des relais de neurones, eh bien les neurones font relais dans le noyau caudé ou dans le putamen de la même façon. Et à partir de là, ils vont dans le pallidum et ça forme des boucles comme ça. Originellement, la fonction, la structure est la même. Les noyaux, ce sont des regroupements de corps cellulaires qui s'organisent comme ça en noyaux parce que les fibres blanches, à diviser, à modifier l'anatomie. Chez certains animaux, il n'y a pas du tout d'organisation en noyaux. Ok, là on peut finir le dessin. À la face externe,
il y a le cortex insulaire, la face externe ici de la pyramide, et maintenant je finis mon schéma avec les opercules, etc. Ça va? Vous avez dessiné aussi? C'est pas vraiment anatomique, hein, je suis désolé, mais on retient. Alors, quand on superpose cette vue axiale, le polygone de Willis, et cette coupe du cerveau, on a grosso modo l'artère carotide interne qui va se positionner par là et l'artère basilaire qui va se positionner par là. Pardon? Oui, la carotide interne, c'est par ici, l'artère basilaire, c'est par ici. Qu'est-ce que c'est que cette structure? Celle-là. Pardon? La capsule interne. Quand on prolonge le bras antérieur de la capsule interne, et quand on prolonge le bras postérieur de la capsule interne, on a trois parties, qui sont la partie antérieure, la partie postérieure et la partie moyenne. Et vous voyez où je veux en venir. Vous avez donc dessiné ici le territoire de l'artère cérébrale antérieure, ici le territoire de l'artère cérébrale moyenne, ici le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Alors c'est un schéma, donc comme tous les schémas, il est faux. Je vais vous dire pourquoi il est faux. Mais il est utile quand même. La première raison, c'est que ces territoires sont délimités, mais la limite n'est pas aussi marquée. Hein, ici, on discute. Mais dans l'esprit, c'est juste, hein, vous allez voir. La deuxième raison, qui est un peu plus intéressante, c'est que j'ai oublié de vous donner une artère. Qu'est-ce qui manque comme artère ici? Non, c'est plus bas, l'artère cérébelleuse. L'artère basilaire, on l'a mise, elle est là. Carotide externe, on va dire qu'on s'en fiche, c'est au-delà de la dure-mère. Qu'est-ce qui manque? La choroïdienne, c'est ça? C'est ce que vous avez dit, hein? Mais c'est pas grave, ça ressemblait de loin. Bon, bravo! C'est la choroïdienne, l'artère choroïdienne antérieure. L'artère choroïdienne antérieure va donc vers le plexus choroïde. Plexus choroïde, ce sont des structures qui sont dans les ventricules et qui vont sécréter le liquide cérébrospinal. L'artère choroïdienne antérieure naît de l'artère carotide interne et va aller chercher à rentrer dans les ventricules, on pourrait voir comment, mais on s'en fiche, pour aller vasculariser le plexus choroïde. Cette artère choroïdienne antérieure, elle est importante. Pourquoi? Ça commence à être compliqué mon truc là. La carotide interne, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle se projetait pratiquement ici. La choroïdienne va aller vasculariser le plexus choroïde qui est ici. Chemin faisant, l'artère choroïdienne antérieure va vasculariser quoi? Le bras postérieur de la capsule interne. Et qu'est-ce qui passe dans le bras postérieur de la capsule interne? Le faisceau corticospinal. Donc ce n'est pas inutile. D'accord? Donc là, on a la totalité de nos artères. C'est un peu encombré, mais vous vous en sortez, là, ouais? Que je refasse tout le dessin, là? Qu'est-ce que je répète une fois? Choroïdienne antérieure. Choroïdienne antérieure, elle naît de l'artère carotide interne. Vous avez un petit texte hein, que vous aurez, que je vais vous donner. Je ne vais pas prendre trop de notes. Je sais pas, vous ne l'avez pas pris encore. Vous avez pris ce matin le texte de Semeyo, mais pas le texte de Radio-Anat. Je vais vous le donner tout à l'heure. Elle naît de l'artère carotide interne, elle va gagner le plexus choroïde. L'artère carotide interne se projette par là. Elle va vasculariser le bras postérieur de la capsule interne.
Alors ce petit schéma, qui n'a pas la beauté d'un schéma anatomique, qui est approximatif et bien utile, en particulier en urgence, quand vous verrez des scanners ou des IRM de patients, quand vous recevez vos patients, ça vous aidera à savoir quelle est l'artère touchée. Et par exemple, si vous avez une lésion qui siège ici, vous allez dire que c'est un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne. On pourra chercher une anomalie sur l'artère cérébrale moyenne ou sur l'artère carotide interne. Si vous avez une lésion qui est ici et une lésion qui est là, pareil, ça restera dans le territoire carotide. Si vous voyez une lésion ici et une lésion là, qu'est-ce que vous avez évoqué comme étiologie, comme cause à cet infarctus? Ça ne peut pas être l'artère carotide interne seulement. Ça ne peut pas être l'artère basilaire ou vertébro-basilaire seulement. Qu'est-ce que ça va être? On remonte. Carotide interne, vertébrale. La cause, elle sera là. L'aorte ou le cœur. Hein, quand c'est plusieurs territoires en même temps, il faut chercher une cause proximale. Quand c'est un seul territoire, ben, ça peut être une cause distale. Donc, avec des petits schémas comme celui-ci, vous pouvez avoir... vous pouvez être guidé dans la recherche de la cause de l'infarctus. D'accord? Ce n'est pas le topo d'aujourd'hui. Mais gardons ça à l'esprit. Ça va, vous avez des questions à poser? Il est clair le dessin ou il n'est pas clair? Alors pourquoi vous froncez les sourcils alors s'il est clair? C'est bon? Qu'est-ce que vous voulez voir de plus là? Qu'est-ce qu'il y a, le corps calleux? Il est où sur le dessin, le corps calleux? Il est là. Il contourne les ventricules, donc il va être là en arrière. D'accord? Il y aura le genou ici, et ici, il y aura le splénium. On s'en fiche, mais ce sera du corps calleux. Ça va, c'est bon, c'est clair? Alors maintenant, on va refaire aussi quelques petits schémas pour mettre en place les éléments veineux. Alors pour mettre en place les éléments veineux, ça marche là, oui. Je vais faire un schéma de profil du crâne. Avec ici le haut, l'arrière, l'avant. La voûte du crâne, la base du crâne, l'étage antérieur, l'étage moyen, la protubérance occipitale et le bord postérieur du foramen magnum. Le crâne. Ça va, ça? À peu près, non? Vous reconnaissez les structures, là, à peu près? Oui? Nous allons faire deux coupes frontales. Une coupe qui va passer la coupe A qui va passer par la région de la selle turcique et la coupe B qui va passer en arrière à l'endroit de la calotte. Vous vous rappelez, ce matin, on a vu un schéma avec une coupe de la calotte postérieure. Donc deux coupes, la coupe A et la coupe B. La coupe A. Je vais dessiner en haut la voûte du crâne. Avec ici la ligne médiane. La voûte du crâne, l'os frontal, l'écaille temporale et le temporal. Ici, la base du crâne, c'est l'endroit de la selle turcique. Ça vous dit des choses, ça, ou pas trop? Oui. Vous reconnaissez à peu près ce que je vais dessiner?
Ouais, c'est ennuyeux, ça. Alors, en haut, la voûte. On arrive ici, la base du crâne, avec latéralement les oreilles, le rocher. Et puis sur la ligne médiane, le sphénoïde avec la région sellaire. Ça va? S'il y a un os, et si cet os contient un élément nerveux, il y aura donc de la dure-mère. La dure-mère des méninges. La dure-mère est adhérente à la table interne, à la voûte ici, à la base ici. Et on a vu ce matin que la dure-mère envoyait des prolongements, un prolongement qui sépare la droite de la gauche, donc un prolongement sagittal qui va s'appeler la faux du cerveau. Ça va? À hauteur du sphénoïde, la dure-mère ne va pas rester au contact de la table interne, elle reste à distance. Elle va passer en pont au-dessus de la région de l'hypophyse et il y aura un espace ici de chaque côté de la région hypophysaire et de la région sellaire. D'accord ? Ici, on peut dessiner du cerveau, l'opercule, l'insula, le lobe temporal, l'hypophyse, etc. Dans les espaces qui sont compris entre la dure-mère et l'os, circule du sang veineux. Ces grosses veines, donc dont la paroi est de la dure-mère, ça s'appelle les sinus de la dure-mère, les sinus veineux. Et il y en a plusieurs, on va les voir ensemble. Celui qui est situé dans la base d'implantation de la faux du cerveau s'appelle le sinus sagittal supérieur. Donc si je le dessine sur mon schéma de profil, le sinus sagittal supérieur étant situé dans la base d'implantation, ça ne marche pas ça, dans la base d'implantation de la faux, le sinus sagittal supérieur sera là. On ne voit pas bien, hein? Bon, on va le faire comme ça, là. Ça, c'est le sinus sagittal supérieur. Dans l'espace situé entre la dure-mère et la région sellaire, il y a du sang veineux. Et cet espace s'appelle la loge caverneuse. Et nous avons vu tout à l'heure que l'artère carotide interne va venir de la région cervicale, va traverser le rocher et va faire un siphon, va avoir un trajet dans la loge caverneuse et sortir ici pour donner ses branches cérébrales moyennes et antérieures. Donc l'artère carotide interne a un trajet dans la loge caverneuse. Pardon ? On ne voit pas ? Vous voulez que je le refasse plus grand ? Ben oui, mais quand j'appuie plus, d'abord c'est tout mouillé, c'est pas très agréable. Si vous voulez partager ce plaisir, je vous en prie. Et ça ne marche pas très bien là. Ou alors on fait tout en blanc.
Donc l'artère carotide interne a un trajet dans la loge caverneuse, on verra ça tout à l'heure. Si je fais la coupe en B, cette coupe-là, la coupe B, le haut, la droite, la gauche, etc. Là, je vais couper de la voûte sur tout le tour. Donc j'aurai à la coupe un aspect de ce type avec la voûte frontale et la voûte occipitale. Il y a là aussi de la dure-mère qui tapisse la face interne de l'os. Donc ici, la voûte, la voûte pariéto-occipitale, qui va donner donc là encore un prolongement qui sera la faue du cerveau. De chaque côté, on va pouvoir découper le prolongement horizontal, l'expansion horizontale qui s'appelle la tente du cervelet. Et donc, il y aura un espace à la réunion de la tente du cervelet et de la faue. Et dans tous ces petits espaces ou gros espaces, il y aura du sang veineux, qui s'appelle donc des sinus. Ici, le sinus, on l'a vu, sagittal supérieur. Ici, le sinus latéral. Et ici, le sinus droit parce qu'il est rectiligne, qui est donc dans l'angle que fait la faue sur la tente du cervelet. Le sinus droit est ici, et les sinus latéraux ne sont pas dans le plan, ils sont latéraux de chaque côté donc de la voûte. Ça va? On va voir ça maintenant en diapositive. C'est bon? Alors, en diapositive, on appuie sur quoi là? PC, prof. Après. J'éteins là maintenant, c'est bon? Alors c'est ça, non? C'est celui-là? C'est juste? Vous voyez rien. On fait comme ça? Alors on fait comme ça. Donc, on va commencer par le drainage veineux. Et on ne va retenir, ça c'est le drainage veineux de la base du crâne. Ce n'est pas la peine de retenir grand-chose. Retenez simplement que sur la base du crâne, on va retrouver dans les espaces qui existent entre l'os et la dure-mère du sang veineux. Et qu'il y a un grand réseau anastomotique à la base du crâne. De chaque côté de la région sellaire qui est ici, on a donc les... Pardon. On a donc ici... Ah, c'est décalé, c'est marrant ça. Bon, enfin ici, quoi. On a les loges caverneuses. Et les loges caverneuses, c'est un confluent droite-gauche, mais aussi entre du sang qui vient de l'avant, de l'orbite, qui vient du cerveau et qui vient de l'arrière, réunion entre la loge caverneuse et qu'est-ce que c'est que ce sinus là? C'est un sinus qui est dans l'écaille de l'occipital, dans la base d'implantation de la tente du cervelet, ça sera le sinus latéral. Ce sinus-là étant le sinus sagittal supérieur. Okay? Retenons ici qu'il y a une zone de confluence de chaque côté de la région sellaire.
Alors voilà ce que ça donne sur une vue de profil. C'est en IRM le schéma que je vous ai fait tout à l'heure. Avec ici, qu'est-ce que c'est que ce sinus? Sagittal supérieur. La faux vient adhérer ici à la tente du cervelet. Ce sera le sinus droit, où arrivent les veines profondes, ça on s'en fiche. Dans la base d'implantation de la tente du cervelet, les sinus latéraux. Et voici un autre schéma de la face externe du cerveau, avec le sinus sagittal supérieur, le sinus latéral, et puis d'énormes anastomoses entre ces différentes veines. Pourquoi je commence par les veines? Pour que l'on puisse comprendre ce qui se passe sur le plan artériel. Voici ici le schéma des branches de division de la crosse de l'aorte avec le tronc artériel brachiocéphalique, les carotides communes qui se divisent en C4 et les artères vertébrales qui vont cheminer dans la colonne vertébrale à partir de C6. L'artère carotide interne, qui naît donc à hauteur de C4, va présenter un segment initial cervical, la traversée du rocher, donc de l'os, le segment entre le feuillet de la dure mère, qui est là-bas, et la région cellaire, segment caverneux, et puis le segment sous-arachnoïdien, à partir duquel naissent les différentes branches. Pendant tout son trajet, l'artère est entourée par des fibres nerveuses sympathiques, et vous mettez ça dans un coin de votre feuille, ça vous servira lorsque vous apprendrez le syndrome de Claude Bernard Horner, c'est-à-dire bientôt, si vous ne l'avez pas déjà vu. Vous verrez qu'il y a une pathologie de l'artère carotide interne qui va s'exprimer par une irritation de ces fibres sympathiques, et ça se traduit par un syndrome qui est régulièrement une question d'examen. Mais qui est après utile aussi pour d'autres raisons. Mais... Donc l'artère carotide interne traverse le rocher, puis après va se positionner dans cet espace dural, extradural, compris entre la selle turcique, ici, le sphénoïde, et la dure mère, donc loge caverneuse pour l'artère carotide interne. Alors expliquez-moi ce qui se passe, si il veut bien. Là j'ai tout fait pourtant. Là. Qu'est-ce qui se passe chez cette patiente? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à cette patiente? Elle a un problème à l'œil, oui. Alors, avec les notions anatomiques que l'on vient de revoir, comment allez-vous expliquer, sur le plan anatomique seulement, hein, comment allez-vous expliquer ce qui arrive à cette patiente? Donc elle a manifestement un œil qui ressort, elle a manifestement un édème important autour de l'œil, alors ça apporte des noms que vous apprendrez, ça on s'en fiche. Visiblement, il y a une stase, il y a une mauvaise circulation, qui pourrait être liée à quoi? C'est gonflé parce que, peut-être, il y a un obstacle à quoi? Après l'artère qui passe par? Après l'artère qui irrigue l'orbite, l'artère ophtalmique? Non, c'est pas ça. Une stase veineuse, d'accord. Un peu les grosses jambes des personnes qui font un édème des membres inférieurs pour des raisons veineuses. Oui. Alors, comment va-t-on expliquer cette stase veineuse? Pardon? Vous avez une idée? Qu'est-ce qui peut... Cette veine-là, on voit une veine du côté pathologique, une veine qui est bien dilatée. Cette veine, on a vu qu'elle allait où? Dans la loge caverneuse. Pourquoi y a-t-il un mauvais retour veineux, au minimum, dans la loge caverneuse? Pardon? Anévrisme. Qu'est-ce qui passe dans la loge caverneuse?
Quelle est la particularité du sang artériel? Il est sous, enfin, multiples particularités, mais en particulier, il est sous pression. Le sang veineux, lui, il n'est pas sous pression, puisque c'est une pompe aspirante, le cœur. S'il y a une communication entre le sang artériel et le sang veineux, qui c'est qui va gagner? Le sang artériel va contaminer l'espace veineux. Ce que l'on voit ici, ce sont les répercussions, les conséquences d'un envahissement de l'espace veineux par du sang artériel. Pourquoi? Parce qu'il y a, vous voyez, un schéma ici de la loge caverneuse, l'artère carotide interne, il y a eu un traumatisme, une rupture de l'artère carotide interne. On s'en fiche, on ne va pas apprendre ça. C'est simplement pour que vous vous rappelez, ça s'appelle une fistule carotido-caverneuse. Mais ça, on s'en fiche de la fistule carotido-caverneuse. Une communication entre du sang artériel et veineux, c'est possible. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, l'artère va passer dans une veine. C'est assez rare dans le corps qu'une artère passe dans une veine. En général, elles cheminent l'une à côté de l'autre. Là, elle passe dedans. S'il y a un traumatisme, s'il y a une lésion de l'artère carotide interne, contamination. D'accord? Vous voyez, par exemple, chez cette patiente qui avait aussi une contamination, on voit la brèche. Ici, l'artère carotide interne, la région caverneuse et les branches de l'artère. Une brèche, donc contamination du sang dans la veine ophtalmique, qui ne sert plus à drainer le sang de l'orbite vers la loge caverneuse, mais qui est contaminée par du sang artériel. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on peut faire différents traitements. Ici, on met un petit ballon. Dans le temps, on met un petit ballon, là. C'est bizarre que ce soit décalé. Bon, il y a un ballon qui va boucher la brèche. Et donc, le sang artériel va rester dans l'artère et le sang veineux va rester dans la veine. Et puis, progressivement, la symptomatologie va rétrocéder. Là, le message, c'est une artère dans une veine. Et puis, une fois que l'artère a passé l'espace dural, alors comment je vais faire pour arriver dessus? Ah voilà, l'espace dural, elle devient élément sous-arachnoïdien et elle va donner ses branches pour la ligne médiane, l'artère cérébrale antérieure, et puis pour la partie latérale, l'artère cérébrale moyenne. Alors on a vu ça ce matin, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est dans quel espace? On voit bien le cerveau. Si on voit bien le cerveau, c'est que c'est dans l'espace sous-arachnoïdien. Il y a eu du sang autour du cerveau, une hémorragie sous-arachnoïdienne, dont la cause, c'est, oui, ce que vous avez peut-être entendu parler de ça, les anévrismes. C'est des petites poches, un peu des hernies sur la paroi du vaisseau, comme les hernies sur les chambres à air de vélo, qui sont fragiles, qui peuvent exploser, et donc ça donne des hémorragies. Mais pourquoi ça peut donner une hémorragie autour du cerveau? Parce que l'artère est dans l'espace sous-arachnoïdien. Donc elle est successivement à l'étage extracrânien, dans le crâne, dans l'espace extradural, la veine, et puis dans l'espace sous-arachnoïdien, des contaminations de ce type. L'artère vertébrale, pareil, si ce n'est qu'elle va cheminer dans la colonne vertébrale, on la voit ici, et puis elle va se réunir ici devant la protubérance pour former l'artère basilaire. Donc, là aussi, c'est un petit peu curieux, deux artères qui se réunissent pour donner une artère. En général, c'est l'inverse. Voilà. Et donc, des branches qui vont... L'artère basilaire qui va cheminer ici devant le tronc cérébral, vous reconnaissez le bulbe, la protubérance, le mésencéphale, la réunion entre les deux artères vertébrales, l'artère basilaire, et des branches pour le cervelet. Voici le schéma que j'ai essayé de faire tout à l'heure du polygone de Willis, qui est donc fait des deux artères carotides internes, de l'artère basilaire et de leurs branches cérébrales, la cérébrale postérieure, la cérébrale antérieure, et donc des communicantes postérieures entre face postérieure de l'artère carotide interne et artère cérébrale postérieure, communicante antérieure entre les deux artères cérébrales antérieures. Donc tous ces schémas, vous les avez. Et voici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Vous voyez, on a fait pour un traitement X ou Y, on s'en fiche, ou bien parce qu'il va y avoir une chirurgie de la région, laryngée,
on va occlure l'artère carotide interne de façon à ce que la chirurgie se fasse sans sang. On a mis des ballons, on peut mettre d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé à l'étage intracrânien? Rien. Pourquoi? Parce que la communicante est perméable. Donc même si on bouge cette artère carotide interne, le sang peut aller de la gauche vers la droite. C'est ça le polygone de Willis. Ça permet, en cas d'occlusion d'artère, voulu ou pas voulu, ça permet le passage du sang d'un côté à l'autre. Le réseau, toutes les branches cérébrales ont ceci de particulier qu'à la superficie du cerveau, elles sont anastomosées entre elles. En revanche, à partir de ce réseau périphérique naissent des artères qui sont un peu comme les dents d'un peigne, qui vont pénétrer dans le cerveau et qui ne sont pas anastomosées entre elles. Ce qui veut dire que vous apprendrez en pathologie qu'une atteinte de ces petits vaisseaux va donner des lacunes parce qu'il n'y a pas de suppléance possible. Alors qu'une occlusion de ce vaisseau-là eh bien, peut parfaitement être bien tolérée parce qu'il y a des suppléances possibles. Donc la distinction entre les artères profondes et les artères superficielles, c'est que les profondes ne sont pas anastomosées, les superficielles le sont. Donc quand on va voir les territoires artériels, on aura des territoires qui dépendent des artères périphériques. Le territoire périphérique va toucher le cortex. Le territoire profond va toucher les structures profondes du cerveau. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je tentais qu'on puisse... Mais sans passer le micro, on va aller plus vite, là, parce qu'il est tard déjà. Alors je vais vous demander, en appliquant le schéma que l'on vient de dessiner, de me dire quel est le territoire touché. Vous voyez bien là, c'est bon? Ça c'est le schéma que l'on a fait. Votre réflexe, c'est de faire... Votre réflexe, c'est de dessiner cette espèce de prolongement de la capsule. Vous regardez après si le cortex est touché. Si le cortex est touché, ce sera le territoire de l'artère superficielle. Si le territoire respecte le cortex, ce sera un territoire profond. Donc qu'est-ce que c'est ici? Votre compte-rendu, ce sera infarctus dans leur territoire superficiel de l'artère cérébrale moyenne. D'accord? L'artère sylvienne. Qu'est-ce que c'est ici? Donc on fait le schéma. On est en dehors, donc le territoire de l'artère cérébrale moyenne, du cortex est touché, mais aussi des régions qui ne sont pas que corticales. Donc c'est un territoire profond et superficiel, donc territoire total, de l'artère cérébrale moyenne, qui est ici bouchée. D'accord? Alors où sommes-nous là? Bizarre, pourquoi c'est décalé ce machin? Donc la lésion, elle est par là. Ça sert à rien ce truc-là. Elle est là. Elle touche du cortex. C'est le territoire superficiel de l'artère cérébrale antérieure. Alors là, c'est plus difficile. On va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. On va redescendre. Alors, c'est quel territoire? C'est quel lobe? On l'a vu ce matin, ça. Hein? Temporal. Ici, on a l'artère basilaire qui va donner... Bizarre, hein? Alors, pourquoi ça marche, là? Bon. Chier, le truc, putain. Bon. Ça, c'est cette partie interne du lobe temporal
est vascularisée. Là, vous avez les artères carotides de chaque côté. Ça, c'est l'artère cérébrale postérieure. La face interne du lobe temporal est vascularisée par l'artère cérébrale postérieure. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Quel territoire? Vous les avez déjà tirés en papier, là, c'est ça? Hein? Ah, c'est l'année dernière? Ça n'a pas changé? Moi, je pourrais me faire autre chose quand même. L'année prochaine, je ferai attention. Donc ici, on a un territoire. Oh, merde. Un territoire qui est. Ça marche avec le doigt aussi. Qui est cérébral moyen, qui respecte le cortex. Donc c'est un territoire cérébral moyen profond. Alors bien remettre le stylo. Alors celui-là on l'a déjà vu, mais pas tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a? D'accord, c'est cérébral postérieur. Superficiel, profond. Pardon? Superficiel puisqu'il y a du cortex ici. Mais est-ce qu'il n'y a que ça ou vous voyez autre chose? Pardon? Du territoire moyen. Ici peut-être, c'est ça que vous voulez dire? C'est quoi ça? C'est quel territoire? On est dans quelle structure ici? L'artère choroïdienne, elle serait, oh, je vais chier le truc, là. Elle serait là, l'artère choroïdienne. Elle serait dans la capsule interne. Donc ici, c'est le thalamus. Enfin, de l'autre côté, c'est le thalamus. Je ne sais pas comment je vais faire, le thalamus. Le thalamus. Donc, c'est quel territoire, le thalamus? Postérieur. Donc, on a à la fois du territoire superficiel et profond, mais dans le même territoire artériel. D'accord? Moyen, superficiel et... Non? Superficiel ici, il y a du cortex, mais ici aussi, profond. Mais toujours la même artère. Ouais? Et ça? Territoire profond de l'artère cérébrale antérieure, la tête du noyau codé. Cérébral antérieur, probablement. Et alors, est-ce que c'est bizarre d'en avoir des deux côtés en même temps? C'est gênant ou c'est pas gênant? Est-ce qu'on peut comprendre ça sur le plan anatomique? Bah oui, exactement. On n'a pas besoin d'avoir les deux côtés, bravo. L'artère basilaire étant médiane, impaire, elle peut très bien arroser la droite, la gauche, ou la droite et la gauche. Très bien. Il va moins bien celui-là. Hein. Alors qu'est-ce qui est respecté? On a le territoire cérébral moyen, on est d'accord? Le territoire cérébral postérieur, mais le thalamus n'est pas touché et la face interne antérieure de l'hémisphère n'est pas touchée. Donc qu'est-ce qui est respecté? Le territoire de l'artère cérébrale antérieure et le territoire profond de l'artère cérébrale postérieure. Et quand on regarde
cet ARM. On a effectivement un territoire ici, une cérébrale antérieure qui est respectée. On n'a rien du territoire moyen, tout est exclu. Et en arrière, il reste un petit peu de segment initial d'artère cérébrale postérieure. D'accord? Ça, c'est... en général, ça se passe très mal quand c'est comme ça. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé ici. Et ça sera fini. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? C'est quel territoire? Moyen? Postérieur? Antérieur? Pas de territoire? Pas de territoire. Pas de territoire. Ouais. Alors comment fait-on pour avoir un infarctus dans un pas de territoire? Ah, mais ça va dans un territoire quand même. Alors, un infarctus, si ce n'est pas dans un territoire, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est ce qu'on appelle les infarctus de jonction. C'est-à-dire, on est à la jonction de différents territoires. Et c'est lié à quoi? C'est lié en fait à ceci. Ça, c'est une artère normale. Elle débite normalement. Ah, merde. Enfin, pardon. Elle débite normalement. Elle va donc envoyer du sang partout, en superficie et en profondeur. Les artères en dents de peigne seront vascularisées. De ce côté-ci, il y a certainement une occlusion importante, enfin une sténose extrêmement importante. Donc il y a une réduction importante du flux. Il y a un débit qui sera beaucoup moins important. Le sang pourra aller dans les artères proximales, mais il ne sera pas suffisamment propulsé pour gagner les territoires les plus profonds, les territoires les plus distaux. Donc l'infarctus va se manifester à l'endroit frontière entre les différents territoires. Quand il n'y a pas de territoire évident, eh bien on va chercher une cause qui va entraîner une réduction du débit importante de l'artère. D'accord? Oui, je remets ça. Donc voici les propositions vraies que l'on a vues ensemble, hein, vous les avez ici. Et je vous remercie de votre attention. Vous avez des questions à poser? Oui? Ah, je vais vous donner le topo, là. Je ne sais pas qui prend le topo.